Le cercle RH et le débat d'actualité, comme chaque semaine. Alors, au programme aujourd'hui, la baisse du chômage. Les chiffres sont passés sous la barre de 8%. Des chiffres du PIB, on va les commenter. L'économie repart. On va en parler avec mes invités. La restauration qui se creuse la tête pour évidemment essayer de garder à la fois ses employés et puis de pouvoir répondre à la pénurie d'emplois, hausse des salaires. On évoque un 13e mois, de l'intéressement. Bref, c'est un secteur qui est en train de réfléchir à une question importante qui est le pouvoir d'achat en priorité, qui est un sujet d'ailleurs dans l'actualité. Puis troisième volet, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, la réforme de l'assurance chômage. Ça a provoqué quelques manifestations dans les grandes villes de France. Quel est l'esprit de cette réforme qui rentre en vigueur et est-ce qu'elle va permettre de résorber le chômage? C'est toute la question. Est-ce que c'est une réforme exclusivement comptable, financière, ou est-ce qu'elle a une stratégie évidemment de résorption du chômage? On en parle avec Marine Balançard qui nous a rejoint, directrice générale du cabinet de formation de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Et un dernier article d'ailleurs à lire dans l'Express que vous avez signé. Tout à fait, sur le blues des managers. Exactement, en expliquant par ailleurs que le télétravail était rentré dans les mœurs et que ça provoquait évidemment le blues des managers. C'est surtout le travail hybride, c'est-à-dire la moitié à la maison, la moitié au bureau. Et savent plus où ils habitent ces managers? Les managers sont crevés. Crevés. Bon, il faut qu'ils prennent quelques jours de vacances. Mais là, il va falloir attendre parce que c'est décembre. C'est décembre. Ouais. Ah, c'est décembre pour vous. Il y a aussi les vacances de la Toussaint. Christine Duroux, merci d'être avec nous. Vous êtes associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et progrès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Jean-Claude Beaujour, bonjour, avocat international en droit des affaires, vice-président de France-Amérique. Bonsoir. Merci à vous trois. Commençons par le chômage. Ce chiffre intéressant puisque on est entré dans une campagne présidentielle. 7,6% de demandeurs d'emploi. Le chômage baisse. On passe sous la barre des 8%. Et le PIB qui est annoncé est bien un PIB très positif, toujours à plus de 6%. Votre réaction d'abord, l'économie repart, ça y est, c'est l'embellie. Le Covid est loin derrière. Loin derrière, je ne sais pas, parce que le pass sanitaire là, va quand même entrer vraiment en application, parce que les tests vont devenir payants. Donc là, on n'a pas encore senti les effets vraiment. Tout était gratuit, les gens pouvaient s'arranger pour tous avoir un pass. Sur les chiffres de chômage, c'est une très bonne nouvelle, puisque 7,6%, c'est... 2008, les derniers chiffres. Exactement. Mais par contre, la moyenne européenne est à 6,5%. Donc on est quand même largement au-dessus. Et l'Allemagne est à la moitié de ce chiffre. Donc on est quand même dans les mauvais élèves de l'Europe. Bonne nouvelle pour les Français. Mais on peut se réjouir pour la France. Ouais, ce qui n'est peut-être pas le quand bon on étalon. quand on ouvre les fenêtres, effectivement, et qu'on se compare, c'est vrai que c'est effectivement moins bon que les Allemands. Quand on se compare, c'est moins bon que la moyenne de l'Europe. Christine Duroux, quand même un élément, parce qu'on était sur ce plateau de Smart Job il y a 6 mois pour faire des débats, vous étiez là assez régulièrement, et c'était le cataclysme qui était prévu. Les médias annonçaient un mur de la dette, des faillites, des dépôts de bilan. On nous annonçait une rentrée terrible. Objectivement, si on suit les chiffres, on est dans une embellie économique comme jamais vu. Enfin, 2008, c'est-à-dire c'est l'avant-crise de 2008, les chiffres du chômage, là. Oui, alors ce qui est curieux avec cette reprise, c'est que c'est une forme de rebond et elle est principalement conduite par l'investissement des entreprises. Et d'ailleurs, pour le coup, nous, on le voit aussi bien chez Entreprises et Progrès que Kea, les projets, on relance des projets. Ce qui avait été complètement gelé pendant un mois et demi, donc moi j'en suis fort heureuse, un an et demi, j'en suis fort heureuse, mais c'est principalement ça. En revanche, côté consommation, c'est quand même pas ça. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ce rebond va effectivement tenir. Intéressant, vous dites rebond, hein. Moi je parle de reprise, mais vous êtes sur le rebond. Le rebond, il y a quelque chose de plus temporaire. J'ai employé à dessein. Oui, c'est pour ça que je vous reprends sur ce mot. Oui. Ce mot-là, vous le portez, vous dites le rebond, c'est quelque chose d'assez temporaire. Attention, la chute peut quand même avoir lieu, ou la descente. Ou en tout cas une descente, ou en tout cas un plateau. L'économie a été gelée pendant 1 an et demi. Donc mécaniquement, on remonte. Mécaniquement, les entreprises avaient des dossiers de projets à lancer. Mécaniquement, elles avaient des entreprises. Mécaniquement, il y avait des piles et des piles de projets qu'on déployait. Donc, un embouteillage, ça repart. Je pense qu'il va falloir attendre quelques mois pour savoir si cette reprise est effectivement solide et structurelle. Rebond ou reprise ? Le président de la République avait dit que nous étions en guerre. Vous savez que chaque fois qu'il y a une guerre, après, lorsque la guerre s'arrête, le conflit s'arrête, les choses reprennent. Donc cela, c'est... Et fortement d'ailleurs. Fortement, ça, c'est un phénomène complètement normal. Je crois qu'il y a deux éléments sur lesquels nous devons absolument être attentifs. C'est tout d'abord comment préparer correctement la suite, parce que là encore, pourquoi est-ce que nous étions enfermés à cause d'une crise sanitaire, et on peut toujours avoir un retour de crise sanitaire. Donc il faut s'organiser pour pouvoir anticiper d'éventuelles crises sanitaires ou autres.
La première chose, et pour ne pas replonger, bien sûr. première chose. La deuxième chose, même si nous sommes en dessous d'un certain nombre de chiffres européens, voire par rapport aux Américains qui sont repartis beaucoup plus vite, pour moi, ce qui est important, c'est que nous repartions et qu'effectivement qu'on puisse faire bénéficier de cette reprise à l'ensemble de la population, toutes les couches de la population, petites et grandes entreprises, les salariés les plus modestes comme les salariés les plus confortables. C'était le ruissellement qu'avait utilisé Emmanuel Macron. Ça ne ruisselle pas assez pour vous. Absolument, absolument. C'est là où nous devons être attentifs parce que vous savez, quand nous disons oui, 6%, c'est très bien, l'économie repart. C'est de la macro, ça. Il faut faire attention parce que, et on en reparlera sur la question des restaurants, mais il faut faire attention parce qu'il y a derrière des hommes et des femmes qui ne vivent pas nécessairement cette réalité. Donc il faut faire en sorte que cette réalité macro, eh bien qu'elle trouve elle se concrétise. Dans la sociologie, c'est même plus de la microéconomie, c'est dans la sociologie humaine. Absolument. Marine Balançard, un mot sur cette question justement de cette espèce de sentiment d'une reprise économique ou d'un rebond économique qui est plutôt prospère et dynamique pour l'entreprise, et une partie des Français qui disent bah écoutez, moi j'ai le gaz qui a pris 20%, j'ai l'essence qui a pris tant, mon salaire n'a pas augmenté, je suis en situation de tension. Bref, une sorte de France coupée en deux. Tout à fait, on le voyait dans votre plateau précédent, hein, les Français attendent des augmentations de salaire, ça n'a pas eu lieu pendant la crise du Covid, évidemment. C'est vrai. On en parlera pour la restauration. Mais tous les Français d'ailleurs dans l'étude, hein, c'était tous pas... les Français, la reconnaissance des augmentations de salaire. Mais il y a un troisième point que je voudrais rajouter, c'est que le point d'attention, c'est aussi la dette publique, c'est-à-dire que on a maintenu notre outil de production, on a maintenu les gens au travail, mais on a une dette publique qui a explosé. On a rejoint Chypre, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Le président Macron, le maire n'en parle pas. Il y a qu'Édouard Philippe, vous avez vu dans le challenge, qui dit attention, la dette va devenir très 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 dangereuse. Mais on est très vulnérable. En gros, la cigale l'a chanté pendant tout le Covid. On a dépensé comme... Mais on nous dit sur ce personne. plateau, des experts, qui disent on va la faire rouler cette dette. Tout va bien, on la fait moi, rouler. Je ne sais pas ce que c'est que faire rouler. Je préfère je suis très pragmatique. Je me dis quand on a des dépenses ou quand on a des dettes, un jour ou l'autre, il faut les payer sous une forme ou sous une autre. Alors on peut habiller, on peut faire des montages, mais je me dis que nous aurons à la payer au moins en partie. Donc ça, c'est une réalité, ce qui veut dire qu'il nous faut faire suffisamment de croissance, il nous faut réformer notre pays de manière suffisante pour que on puisse amortir le remboursement de cette dette. Et puis si les taux d'intérêt augmentent, je ne sais pas comment on se refinance. Alors, la BCE dit qu'elle ne va pas augmenter, que les taux vont rester à peu près, mais on n'en sait rien. C'est vrai que c'est compliqué. Vous en pensez quoi sur ce climat social? Parce que, je le redis, les entreprises, ça y est, lancent les projets, on cherche à trouver des salariés qu'on ne trouve pas dans la tech, dans le service, dans le marketing, bref. Et puis en même temps, il y a une partie des Français qui disent « mais moi, je ne m'en sors pas, en fait. Moi, je ne m'y retrouve pas dans le panorama que vous me décrivez là. » Je voulais reprendre d'ailleurs ce que mentionnait Jean-Claude sur l'énorme différence de ressenti, de vécu. Et en fait, je citais une anecdote. La semaine dernière, chez Entreprises et Progrès, on travaille sur la notion d'impact. Tout c'est que l'impact d'une entreprise, etc., et l'impact sociétal. Et on recevait le DG de WeCare, une plateforme qui agrège les services à la personne. Et pour le coup, lui alertait effectivement énormément sur la difficulté à recruter, à garder, à motiver dans tous les personnels dont on a énormément besoin, les EHPAD, les crèches, etc. Demander à tout, en ce moment, il y a plein de fusions dans les crèches, si vous avez suivi. D'accord ? Donc c'est très très bien. Il y a des fusions, c'est plutôt glamour, c'est un secteur qui augmente, etc. Derrière, il y a un mal à recruter, un vécu qui est effectivement assez difficile. De la même façon, il y a des fractures territoriales. Les salaires sont bas, les salaires Christine. voilà. En crèche, c'est bas. De la même façon, fracture territoriale. Aujourd'hui, dans les endroits où il y a besoin de prendre une voiture, dans les endroits où il y a une maison individuelle, forcément, le ressenti du pouvoir d'achat n'est pas le même. Donc effectivement, entreprise, investissement, nos métiers, on va se dire, ça va. C'est ça. Je suis d'accord. C'est bien de le dire, parce que nous, ça va, mais il y a des secteurs et des situations sociales qui sont tendues. Puis il ne faut pas oublier que ça peut aller pour certains individus beaucoup moins pour d'autres. Moi, je vois que dans nos cabinets où nous faisons aussi, nous avons des départements droit du travail, et on voit bien que certaines entreprises licencient, d'autres recrutent, mais allez dire à quelqu'un qui est licencié parce que regarde les chiffres du chômage, on est en transition, etc. Regarde les chiffres du chômage, il dit, ah oui, tu es sympathique, mais à la fin du mois, après mon préavis, j'ai plus d'emploi. Donc ça, c'est une réalité, et donc il nous faut accompagner, y compris
probablement éduquer nos entreprises à préparer le personnel, qu'on puisse effectivement transiter d'un poste à un autre pour qu'effectivement ces ruptures de charge soient moins lourdes, parce qu'individuellement, c'est très, très brutal. La notion d'employabilité. Tournons cette page du chômage, mais vous allez voir, elle est, finalement, tout ça se tient sur la question de la pénurie d'emploi. C'est un vrai sujet. Alors, on annonce 250 000 postes manquants dans la restauration, c'est ce qu'annonce l'UMI. Et là, cette semaine, vous l'avez vu, cette organisation professionnelle a annoncé une augmentation de 9%, avec une réflexion autour d'un possible 13e mois, de l'intéressement. Est-ce que là, je la pose abruptement la question, est-ce que ce n'est pas les salariés qui ont pris le pouvoir là, sur un secteur qui auparavant, effectivement, faisait un peu la pluie et le beau temps, ne donnait pas les dimanches payés doubles, faisait travailler les gens très tard le soir. Et là, aujourd'hui, avec ce Covid, j'ai le sentiment que les salariés disent eh bien, on n'y va plus, Marine Balançard. En fait, les salariés se sont reconvertis pendant la crise. Le secteur a été sinistré, donc ils sont partis, ils sont reconvertis et ils n'ont pas du tout envie de revenir dans du travail qu'on ne peut pas télétravailler par définition. Ben oui, faut tenir le plateau. Hein. Et où on travaille à l'heure du déjeuner, le soir et le week-end, parce que c'est ça les restaurants. Voilà. Ce sont les horaires incompatibles avec une vie de famille. Donc de toute façon, la pénurie avait été déjà là avant le Covid. Donc c'est le bon choix quand même de dire là d'envoyer un signal de plus 9. Donc on reviendra sur le plus 9. Là, sur le syndicat qui a parlé de ça, c'est une suggestion. Il n'engage que lui. J'ai parlé à un autre syndicat qui n'est pas du tout d'accord. Et le sujet, c'est pas vraiment... Oui, c'est pas vraiment l'augmentation de salaire ou le 13e mois. C'est pas ça qui va faire venir les gens. Bien sûr. Il y a un vrai sujet. Ça ne va pas venir les gens quand vous dites un salarié... ça ne sera pas suffisant. Vous savez, nous parlons, les téléspectateurs le savent, nous voyons à Paris, mais la vie ne se résume pas à Paris. Je confirme. Quand vous êtes en région et que vous devez faire 20-30 km pour aller au travail, que votre service dure 3 heures, la pénibilité du travail dans le secteur est beaucoup sans plus pouvoir que la revenir chez soi, il faut le dire. Sans pouvoir revenir chez soi. Quand je parle de 25, 30 ou 40 km où on vous dit, entre la fin du service à 15 heures et la reprise à 18 heures, il y a 3 heures, vous faites quoi? Vous faites 50 km. Moi, je connais des gens qui dorment dans leur voiture, qui font une petite sieste dans leur voiture. Ça vous abîme un individu, homme ou femme, outre le fait qu'effectivement, pour la vie de famille, c'est pas génial. On connaissait que c'est insoluble pour le restaurateur, parce qu'il soit il met en place deux services, et auquel cas il a double salaire, c'est compliqué. Et c'est là où il y a effectivement un problème qui se pose pour nous tous, concitoyens français. Peut-être qu'il va falloir que nous apprenions à payer certains services plus chers, parce qu'effectivement... Mais Jean-Claude Beaujour, au même moment, les salariés disent mon pouvoir d'achat, il baisse. L'inflation est à 2,1. Oui, attendez, moi je suis pour une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvais débat, on débat, après on arrête la moins mauvaise ou la meilleure solution. C'est vrai. Mais je vous dis, le restaurateur vous dit quoi? Et peut-être qu'il faut voir, il faut fouiller, il vous dit, moi je ne peux pas payer plus, je ne peux pas faire plus. Ce qui veut dire qu'il faudrait, pour qu'il puisse payer plus, qu'on augmente le prix de l'andouillette frites. Le restaurateur, il est déjà sinistré, donc... voyez, un salarié lui demande plus 10% ou plus 9%. Non, c'est pas. Et en plus, il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a peut-être d'autres pistes. Christine Duroux, allez-y. Pardon. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans ce secteur. Et là, je discutais pour le coup il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui a une chaîne de restauration de taille relativement modeste, mais quand même. C'est qu'au-delà, effectivement, du salaire, de la pénibilité, du fait, effectivement, qu'ils se sont reconvertis, il y a un changement du métier pour beaucoup, du fait qu'on commande, on livre, que pour beaucoup aujourd'hui, être en salle, c'est aussi faire les sacs derrière, que la classique dichotomie entre je suis France, je sers, je fais... Le métier s'est transformé. Le métier se transforme complètement. Donc en fait, derrière aussi la question de la pénibilité, de la rémunération, il y a pourquoi je fais ça. Exact, le sens, qu'est-ce que je vais faire et le sens. Cela étant dit, ce n'est pas spécifique au métier de la restauration, je veux dire avec la digitalisation. Mais d'ailleurs, c'est très lié à la digit aussi, c'est ça. Tout est profondément modifié et peut-être que c'est là où il faut qu'ensemble nous disions qu'au fond, nous continuerons à vivre des transitions en permanence et ça, c'est le phénomène de résilience dans votre métier aussi, la digitalisation. Il y aura un robot un jour ici, Jean-Claude. Voilà, donc tout cela emmène une logique qui est forcément différente avec le temps. Je ne voulais pas vous emmener doucement mais sûrement vers le débat, parce que l'UMI a non seulement évoqué les 9% en disant je ne peux pas faire plus, mais il a rajouté, ça ne nous a pas échappé, nous pourrions faire plus si nous avions des exonérations de charges patronales, et nous voilà replongés dans un vieux débat mais passionnant, des charges patronales. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que ce débat, en fait, il a suscité plusieurs polémiques depuis 20, 30 ans. Plus personne ne le réouvre. Est-ce qu'on doit réouvrir cette question de ce que coûte un salarié et de cette question des charges? Est-ce que c'est nécessaire, utile et profitable pour les salariés?
Ou est-ce qu'on laisse, on laisse le couvercle avec le cadenas dessus? Je ne sais sincèrement pas si ce débat est aujourd'hui audible. Aujourd'hui, là, maintenant. Voilà. Et pourtant, il est lancé par l'UMI. Il est lancé, je ne sais pas s'il est audible, compte tenu des questions de pouvoir d'achat, compte tenu du fait que partout, on voit que finalement, grâce ou à cause d'eux, tout ce qui a été fait pendant cette période, les entreprises s'en sont pas si mal sorties. Ben oui, parce que sous perfusion d'argent public. Donc je sais pas si c'est judicieux. Bon alors, pas sur le fond. Ok. Jean-Claude Bourgeois, parce que moi je suis désolé, le patron il dit je peux pas. Sur le 53% de charge. Alors, sur le fond, et vous savez très bien que je fais la guerre aux charges sur les salaires en général et pas seulement sur les petits salaires. Parce que le problème des charges qui sont considérablement réduites sur les petits salaires, on bloque les gens aux petits salaires. Ça fait des poches. Et donc, c'est la trappe au bas salaire. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de revaloriser, d'inciter à avoir des salaires beaucoup plus élevés, donc jouer sur les salaires médians pour augmenter, pour travailler là-dessus sur le pouvoir d'achat. Donc, il ne faut pas simplement voir les petits salaires, mais voir c'est ce qu'évoque l'UMI d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Dans leur intégralité. Et puis par ailleurs, n'oublions pas que les charges qui sont payées, que ce soit les charges salariales que les charges patronales, elles sont payées parce que, globalement, pour que tout le monde comprenne, les impôts, la fiscalité est lourde d'une manière générale. L'une des plus lourdes en Europe. L'une des plus lourdes. Donc le vrai sujet... Et dans le monde même, le vrai sujet, il faut qu'on incite, parce qu'on a bien dit, vous voyez, depuis le début de l'émission, il y a de l'emploi, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, en même temps, on paye des gens qui sont au chômage. Ce qui veut dire que nous amènera à l'assurance chômage, vous remarquez. Nous ne parvenons pas à faire se rencontrer l'offre et la demande. Exact. Et ça, c'est un vrai sujet dans notre pays. Donc, on paye des gens au chômage et dans le même temps, on ne peut pas satisfaire les emplois. Moralité de l'histoire, c'est qu'on paye des charges, des impôts beaucoup plus importantes parce qu'il faut financer tout cela. Marine Balançard, on le réouvre ou pas? Est-ce qu'il y a de l'impudeur? Est-ce que c'est pas le moment? L'UMI dit, moi, je pourrais te donner plus, à condition évidemment que je n'ai pas à verser 53% d'URSSAF et de cotisations diverses et variées. C'est un peu hypocrite parce qu'en fait, il y a une grille des salaires dans la restauration et les restaurateurs vous disent qu'ils payent déjà au-dessus de la grille. C'est vrai, c'est ce qu'on entend. Voilà. Et on a tous remarqué que dans les restaurants, les bars, tout a augmenté. Ça coûte de plus en plus cher. Donc, in fine, c'est nous qui payons. Malgré la baisse de la TVA, vous vous rappelez, parce qu'il y a aussi cette histoire de baisse de TVA chez les restaurateurs qui devait normalement se voir sur la carte. Voilà. Et moi, je ne l'ai pas vu. Donc là, on l'a pas vu. Toujours 18 euros. Le croque-monsieur salade, c'est 18 euros dans Paris. Donc Marine Balançard. Et donc les solutions. Ils font des efforts. Et ils n'en font pas assez des efforts, les restaurateurs? Si, mais ils sont obligés de payer plus que ce qu'ils pourraient payer. Pour essayer de garder leurs salariés. Pour garder les salariés. Et les solutions évoquées, c'est de recruter beaucoup plus de jeunes. Il y a traditionnellement beaucoup de jeunes étudiants qui font ce métier de... Oui, mais attention, il ne faudrait pas aussi que ça pénalise à moyen terme notre pays, parce que recruter des jeunes que l'on paye mal, ce sont des jeunes qui parfois qui n'étudient pas correctement. Et c'est des échecs universitaires. C'est des échecs universitaires derrière. Bah bon. Nous, on a besoin de on a tous fait des petits boulots aussi, non? Je sais pas. Là-dessus, le petit boulot. Les premiers, oui, mais le petit boulot. Oui, vous savez que la première source d'échec à l'université, c'est le fait d'avoir un emploi. C'est le fait d'avoir un emploi. C'est là où il faut trouver une solution. Mais je partage. Marine Balançard, terminé. On va parler d'assurance chômage. C'est très cohérent avec la suite de ce donc il y a les étudiants, il y a l'apprentissage pour les jeunes dans la restauration. Tous ceux qui ne supportent pas l'école, qui sont incompatibles avec l'école, il y a énormément de travail. Donc il y a par l'apprentissage et il y a des formations au sein de même des hôtels-restaurants. Donc il y a... Ça pourrait durer. Pour conclure, l'UMI dit quand même qu'il reconnaît que dans la profession, alors c'est un peu classique pour une fédération professionnelle, il y a des mauvais élèves qui jouent pas le jeu et qui globalement, et on l'avait dans l'étude Alexander Grant, qui disait les patrons pensent plutôt à leurs dividendes et à l'argent qu'au fait de partager les richesses. Voilà, dans la restauration. Non mais je sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi. Parce que justement, il semble que beaucoup de gens se reconvertissent pour aller vers la restauration, des cadres qu'on en marre. C'est vrai, ça c'est vrai. Dans l'informatique. Ils ouvrent leur resto. C'est l'un de mes projets d'ailleurs. Voilà, se forment. Jean-Claude Bourgeois à ce projet. Parce qu'ils cherchent du sens dans leur travail et quelque chose qui a du sens, du concret. Et voilà. Et moi, pour connaître un petit peu ce milieu,
les patrons aiment beaucoup leurs salariés. Il y a Oui, vraiment je pense que oui. Une c'est petite déjà famille. familial, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Oui. beaucoup de Dernier mot, compagnonnage. Christine Duroux, parce que je parlais assurance chômage avant de parler du restaurant de Jean-Claude Beaujour. Non, je disais, et d'ailleurs, et ça, de première main, j'en suis témoin, ceux qui sont restés aujourd'hui, les employés qui reviennent dans les restaurants, etc., c'est ceux, entre guillemets, qui ont une bonne patronne ou un bon patron. C'est ça. Et ça, pour le coup, ça reste, ça a toujours été. Ouais, l'ambiance. Je m'y sens bien. Management. Le métier est dur. L'accompagnement, Le respect, la considération. Mais aussi le salaire. Et le sens. Évidemment. Voilà. Et les conditions de travail, parce qu'il y a quand même un débat évidemment sur. Et l'UMI, pour clore, dit que serait prêt à faire un week-end sur 3 off, comme on dit, pour libérer les salariés. Oui. Mais l'UMI s'est lancé tout seul, apparemment. Mais j'entends, Il ne représente pas du tout le consensus qu'aurait émis. Le débat n'est pas clos. Marine Non, Balançard et- laisse la porte grande ouverte sur ce Il y a sujet. eu un Moi, je pensais détenir la vérité. démarrage un peu Oui, mais enfin, qui a été très médiatisé, c'est pour ça que l'on parle. L'assurance chômage, Oui. la réforme. contesté. Voilà. Un mot, c'est pour être en règle avec Bruxelles, parce qu'on entend souvent sur ces grandes réformes structurelles, on dit mais c'est pour être en règle avec Bruxelles. Vous la regardez comment cette réforme? Parce que c'est vrai qu'elle est moins avantageuse pour les salariés, l'accès aux droits est plus complexe, il faudra travailler plus, et l'idée c'est de réduire les CDD pour faire des contrats plus longs. Vous la soutenez cette réforme? Elle va dans l'esprit, dans sa philosophie? Moi, je la vois comme une réforme politique qui est contestée par 4 syndicats, qui est considérée comme brutale parce qu'on s'en prend, entre guillemets, aux gens les plus fragiles, aux plus précaires, en recalculant leurs indemnités. Et ça avait été retoqué par le Conseil d'État et le président de la République la repropose en l'état. Le décret sort aujourd'hui, enfin le 1er octobre. 1er octobre, c'est passé. Enfin, je comprends qu'il y ait de la contestation et je comprends qu'à nouveau des recours soient portés. Mais l'argument du gouvernement, qui n'est pas dit comme ça, on a 600 000, une pénurie d'emplois d'environ 500 000 postes, et puis en même temps, on a 5,9 millions de chômeurs, de demandeurs d'emploi. La question, c'est comment on remet, c'est l'argument en tout cas, comment remettons, on peut en débattre, comment remettons ces Français au travail. Et c'est un peu la petite musique de la campagne présidentielle aussi. Non à l'assistanat, oui au travail. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Duroux? Alors moi je pense que, encore une fois, et là je parle Entreprises et Progrès, on représente à peu près 1 million d'emplois, on a des chefs d'entreprise un peu partout sur le territoire, des grandes et petites entreprises, et en fait je pense qu'une seule chose, c'est que tout ça doit se faire avec les entreprises, avec une compréhension de comment ça fonctionne, avec des initiatives aussi locales, et au-delà des réformes techniques qui sont extrêmement importantes, il y a quelque temps, on a aussi quand même incité fortement les entreprises à diminuer le nombre de petits jobs ou de jobs de courte durée. Donc il y a plein de leviers. C'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit, mais une vraie réflexion avec les entreprises sur comment on fait pour accompagner concrètement, localement, me semble absolument indispensable. Il y a quelque Sinon, chose les syndicats étaient blessés sur une thématique violente pour ceux qui cherchent un emploi, c'est que ces demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi parce que c'est plus facile pour eux de rester à la maison que de trouver un emploi. Et certains ont dit, mais vous savez, le chômage est calculé sur le 57% du brut. Là, il est recalculé différemment, mais c'était ça la base. Et les gens disaient non, ce n'est pas vrai. On cherche des emplois, mais on ne trouve pas d'emplois. Alors, c'est quoi votre religion sur ce sujet? Alors là-dessus, vous savez, c'est comme tout. Il y a, bien sûr, nous sommes une société faite d'hommes et de femmes. Il y a forcément des gens qui, à un titre ou à un autre, vont préférer rester au chômage, toucher des aides, plutôt que de ne pas travailler. Mais je pense que le gros bataillon, massivement, les gens souhaitent travailler. Simplement, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez une inadéquation, entre l'offre et la demande. On oublie très souvent, et nous sommes issus d'une culture étatique, colbertiste, centralisée. On imagine qu'il suffit de dire, bon ben voilà, on crée de manière macro des emplois. Lorsque vous êtes en région, il vous faut une voiture, il vous faut vous réorganiser. Vous avez vu, il faut vendre la maison, il parfois. faut éventuellement vendre la maison, vous ne vendez pas forcément au bon prix, etc., etc. Donc pour toutes ces raisons, lorsque vous mettez bout à bout tout cela, vous pouvez être amené à vous dire, bon ben, je reste où je suis, parce que lorsque monsieur vit à 90 km de madame qui doit... Donc ça n'incite pas le demandeur d'emploi, malgré cette réforme, à aller chercher un job qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'il sait faire. Ça ne sera pas fait de manière aussi mécanique. Et je rejoins le propos qui consiste à dire, en la matière, et regardez bien, tous les pays qui ont avancé sur ce sujet, c'est vrai, notamment en Allemagne, aux États-Unis. Tous les pays qui ont avancé, c'est parce que ça a été géré de manière très
très, très pragmatique. C'est pas simplement la loi, vous prenez un décret, vous prenez une loi et vous Oui, dites bien sûr. ça va être réglé. Oui. Il faut vraiment regarder et faire en sorte effectivement que cette demande rencontre l'offre et préparer nos concitoyens, et à tout point de vue, en termes de formation, en termes de mobilité, en termes de disponibilité, d'organisation. Pour conclure, on nous dit quand même qu'il faut rassembler les salariés, il faut que tout le pays marche au même rythme. Et là, avec cette réforme, on a l'impression que de nouveau, ça recasse le pays en deux. Entre ce que vous évoquiez, les précaires, qui disent de nouveau, on nous retape sur la tête. Et en même temps, on a quand même une pénurie d'emplois, il faut bien pourvoir ces emplois. Enfin, le pays est cassé en deux, mais ça c'est nouveau, c'est que l'école blanc travaille pas très loin de chez eux. Ils ont du télétravail, ils profitent de leur maison de campagne. Et puis il y a beaucoup de métiers beaucoup plus pénibles. Bah oui, on est posté. Il n'y a pas de télétravail, il n'y a pas de travail hybride, il n'y a rien. Il y a sa machine. Pour des rémunérations très faibles. Pour des rémunérations les plus faibles. Et eux n'auront jamais le droit au télétravail. On n'est pas garde d'enfants en télétravail. Ce que Chirac appelait la fracture sociale, qu'on pourrait appeler aujourd'hui la fracture sociale numérique, puisqu'en fait c'est quand même très lié à cela. Il y a une fracture sociale numérique. Non, je pense que c'est vraiment col blanc, c'est pas que numérique, c'est... Donc de statut aussi, de situation. Il y a une partie de la population qui va vivre mieux, sûr, parce que... et l'autre partie, ça se dégrade. 15 secondes chacun, voilà. Jean-Claude Beaujour et Christine Duroux. Vous avez 15 secondes, hein, c'est un défi ce que je vous demande. Moi, je pense qu'il faut travailler sur les plus vulnérables. On a dit qu'il y a 500 000 jeunes qu'il faudrait aider, qui sont en grande précarité. C'est ceux-là qu'il faut aider. Et c'est pas simplement en se disant, et là encore, j'entends les propositions de réforme, mais je pense que l'école, la formation, plus que jamais. Il y a un responsable d'entreprise qui me disait dans le Val-de-Marne, il me disait, moi, je veux bien prendre des agents de sécurité, mais j'ai besoin, c'était pour un établissement aéroportuaire, vous comprendrez, j'ai besoin de gens qui parlent un peu anglais, voilà. Donc rien que cela, ça peut être un élément disqualifiant. Donc, non, les emplois simples ont besoin parfois de qualification. Il faut aider les jeunes à rester, à se former et à pouvoir exiger des rémunérations. Merci d'avoir tenu les temps, Jean-Claude Beaujour. Après ces 45 secondes d'explication, Christine Duroux. Moi, je pense que l'année prochaine sera l'occasion de réfléchir à si on veut un vrai progrès qui inclut tout le monde en réduisant cette fracture. On se l'est déjà posé en 95. L'année prochaine, c'est l'élection présidentielle. Hein. Absolument. Ouais, c'était croquer des pommes à l'époque, vous vous souvenez. Absolument, et c'était la fracture déjà. Et c'était déjà la fracture. Important. Mais on est finalement, quand on le regarde de près, ce sujet pas très loin de cette notion de fracture sociale que Chirac évoquait à l'époque. Oui. Et un temps très politique maintenant, et attention à la brutalité des réformes, la perception. Et à la radicalité des mots aussi. Voilà, parce qu'il y a eu des milliards dépensés, et là on rogne sur des gens précaires. Donc, et le chéquier est sorti. Merci voilà. Marine Balançard. Jean-Claude Beaujour, merci d'être venu avocat international en droit des affaires, vice-présidente de France-Amérique. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil à Riséal. C'est pas la peine de galoper comme cela. Et Christine Duroux, merci d'être venue sur notre plateau, associée senior chez Kea Partners et vice-présidente d'entreprise et Progrès. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler avec Amélie Favorité. C'est toujours des choses très concrètes. C'est ce que les candidats cachent en général leurs recruteurs. En général, le recruteur arrive comme ça à déceler le petit secret que vous cherchez à cacher sur votre CV. On en parle avec elle.